4 doctorantes et doctorants du laboratoire et on a décidé de mettre en commun nos sujets de thèse autour d'un même thème en fait, qui fait partie de nos sujets et donc de faire une présentation tous ensemble, plus globale, pour avoir plusieurs points de vue sur un même sujet. On va aujourd'hui vous parler de comment essayer de motiver les individus à agir pour le climat. On a aujourd'hui un consensus scientifique issu notamment du dernier rapport du GIEC sorti entre 2021 et 2023 concernant l'urgence climatique et la nécessité de mettre en place des actions. Et pour autant, on observe dans le même temps en France qu'on a une augmentation significative du nombre de personnes qui se déclarent climato-sceptiques, une augmentation de 7%. Alors même que des actions individuelles pourraient réduire jusqu'à 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est quand même très important. Et du coup, avec tout ça, on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut utiliser la recherche en psychologie pour encourager les individus à agir en faveur de l'écologie. Alors, on va commencer en vous parlant, Zoé en fait va commencer par vous parler du rôle des éco-émotions dans les comportements pro-environnementaux. Puis ensuite, Tim vous parlera de dissonance cognitive et notamment d'hypocrisie induite, de besoin d'affiliation et de l'influence de ça sur les comportements écologiques. Jasmine enchaînera ensuite en vous parlant de dissonance cognitive en lien avec l'attention. Et je finirai en vous parlant de la méthode de substitution et des comportements pro-environnementaux effectifs. Donc, bonjour, je m'appelle Zoé Faure, je suis en première année de thèse encadrée par Ariel Tissot et je travaille sur la gestion des éco-émotions pour faire face au changement climatique. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu de cadre théorique et quelques pistes de recherche, étant donné que je n'ai pas encore défini exactement là où je voulais aller. Donc là, c'est juste une introduction aux intérêts de mon sujet. On sait, dans la littérature depuis quand même un petit moment, que les émotions ont une influence sur les attitudes, les comportements, les prises de décision au travers des fonctions cognitives. Plus récemment, dans le milieu de la recherche, un intérêt particulier a été porté aux émotions liées au réchauffement climatique, des émotions qu'on va nommer éco-émotions. On a notamment Panu Pikala, qui est un chercheur qui a proposer une classification des éco-émotions qui comporte 12 catégories. Pour vous donner des exemples, dans les éco-émotions les plus citées, en tout cas celles sur lesquelles il y a le plus de recherches, on va pouvoir nommer l'éco-anxiété, l'éco-colère, l'éco-culpabilité, l'éco-tristesse ou encore l'éco-espoir. Un des intérêts de la recherche a notamment été de s'interroger sur quelle est l'influence en fait des éco-émotions sur les comportements bénéfiques pour l'environnement. Donc les comportements, les attitudes, les prises de décision qu'on va globalement nommer comportements pro-environnementaux. La tendance de la recherche, sachant que c'est quand même un domaine de recherche très récent, la plupart des études datent de 2020, voire après, et donc la tendance va quand même dans le sens de dire que plus les individus ressentent des éco-émotions, plus ils mettront en place des comportements bénéfiques pour l'environnement. L'une des questions qui a... pardon, j'avais du retard sur mon diapo. L'une des questions qui a, pour le coup, été moins posée, c'est quelle est l'influence de la mise en place de régulation émotionnelle sur ces éco-émotions ? Puisque, en fait, la régulation émotionnelle, ça se définit comme la tentative des individus de contrôler les différentes émotions ressenties, le moment où elles sont ressenties et comment elles sont vécues et exprimées. Donc c'est quelque chose que nous faisons tous au quotidien et il n'y a pas de raison que donc ces émotions liées au réchauffement climatique ne soient pas sujettes à de la régulation émotionnelle. On va s'intéresser pour la suite de cette présentation à 3 stratégies de régulation émotionnelle. Donc, les stratégies de régulation émotionnelle, c'est concrètement comment on met en place cette régulation. Premièrement, on va s'intéresser à la rumination. On définit ça comme le fait de contempler les raisons et les résultats d'un facteur de stress ou d'un événement émotionnellement important. Ensuite, on s'intéressera à la réinterprétation cognitive, qui est la modification de l'évaluation d'un stimulus émotionnel pour en modifier l'importance. Enfin, on s'intéressera à la distraction,
donc le fait de détourner son attention d'un stimulus ou d'une situation émotionnelle. Sur ce sujet-là, je vais vous présenter notamment une étude de Kovacs et collaborateurs de 2024 ils ont fait passer un questionnaire en ligne en s'intéressant d'une part aux éco-émotions ressenties par les individus. Ils ont mesuré 6 éco-émotions par des échelles en 6 points, il me semble. Ensuite, ils ont également interrogé les participants sur les comportements pro-environnementaux qu'ils mettent en place. Ils se sont intéressés aux comportements individuels, aux comportements en situation sociale, au soutien des politiques environnementales et à ce qu'ils appellent de l'activisme environnemental. Enfin, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'ils se sont intéressés à l'habitude d'utilisation des différentes stratégies de régulation émotionnelle. Donc, la relation qu'ils attendaient à retrouver et qu'ils ont retrouvée en premier lieu, c'est que plus les individus déclarent ressentir des éco-émotions fortes, plus ils déclarent mettre en place des comportements pro-environnementaux. Donc ça, c'est la première relation qu'ils s'attendaient à trouver, puisqu'elle est cohérente avec la littérature. Et ce qu'ils ont voulu observer, donc après, c'est est-ce que est-ce que l'habitude d'utilisation de régulation émotionnelle va avoir un impact sur la relation entre les éco-émotions et les comportements. Leur premier résultat, qui était un résultat qu'ils attendaient, c'est que les participants qui mettaient en place le plus de distractions ont observé une diminution des comportements pro-environnementaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que la distraction diminue les émotions et donc diminue la relation entre les émotions et les comportements. Ensuite, la seconde stratégie, donc la rumination, cette fois-ci, ils ont observé une augmentation de la mise en place des comportements. C'est également cohérent avec leurs hypothèses et la littérature, étant donné que la rumination ne va pas diminuer les émotions ressenties, au contraire, est susceptible de les augmenter, ce qui donc augmente la force de la relation entre les éco-émotions et les comportements. Enfin, je vous ai parlé de 3 stratégies de régulation émotionnelle. La dernière, c'est la réinterprétation cognitive. Alors cette stratégie, c'est celle qui va nous intéresser le plus parce qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature et les résultats de Kovacs et collaborateurs ne sont pas forcément cohérents avec les autres. C'est-à-dire que Kovacs et collaborateurs, ils ont retrouvé le même effet que pour la distraction, c'est-à-dire que les participants qui avaient l'habitude de mettre en place de la réinterprétation cognitive mettaient en place moins de comportements pro-environnementaux. Mais on a une autre étude, par exemple, de Panot et collaborateurs en 2015, qui retrouve eux l'inverse, c'est-à-dire que plus les participants avaient l'habitude de mettre en place de la réinterprétation, plus ils mettaient en place des comportements. D'où vient cette différence ? Alors, ce n'est pas seulement des différences de méthodologie, d'outils ou quoi que ce soit. En fait, la nature même de la réinterprétation, c'est de changer l'évaluation qu'on fait. Mais il y a beaucoup de façons de changer l'évaluation qu'on a d'une situation. C'est-à-dire que si je vois une nouvelle concernant le réchauffement climatique qui me fait de la peine, si je me dis, de toute façon, c'est la faute de la politique, on est tous foutus, je ne vais pas mettre en place plus de comportements. Alors que si je vois la chose et si je réinterprète en me disant « Ah mais oui, mais c'est une urgence, c'est important », et que je me dis que collectivement, on peut agir, il est encore temps, forcément, je vais mettre en place plus de comportements. Donc, c'est une stratégie qui a qui attire l'intérêt dans la littérature, notamment parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Ça dépend ce que les individus en font et ça demande de creuser plus sur la raison qui encourage les émotions. C'est en lien aussi notamment avec une étude de Gregersen et collaborateurs en 2023, qui s'intéresse aux raisons de la colère des individus face au réchauffement climatique. Ils ont demandé à leurs participants pourquoi vous êtes en colère vis-à-vis du réchauffement climatique. Et donc, ils ont eu toute une liste de raisons et ils les ont différenciées. Ils ont regardé quelles raisons étaient liées à des causes du réchauffement climatique et quelles raisons étaient liées à des conséquences. Ensuite, ils se sont intéressés à est-ce que c'est lié au comportement que les gens ont ? Est-ce que la raison pour laquelle les individus sont en colère
va avoir un impact sur comment ils agissent. Et en effet, oui, les individus qui sont en colère à cause des causes du réchauffement climatique vont mettre en place beaucoup plus de comportements que ceux qui sont en colère en s'intéressant aux conséquences. D'accord, donc concrètement, ça c'est un petit état de la littérature sur qu'est-ce qu'on pense, enfin, qu'est-ce qu'on sait sur les émotions, la régulation émotionnelle et les comportements pro-environnementaux. Eh bien, on sait qu'il reste beaucoup de choses à faire, notamment sur la régulation émotionnelle. Moi, ça m'intéresserait beaucoup d'approfondir, notamment pour la réinterprétation, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une stratégie beaucoup utilisée, beaucoup citée, et si on encourage les individus à utiliser cette stratégie de manière plutôt, j'ai envie de dire, productive, c'est-à-dire en les orientant vers quelque chose où pardon, je me perds, dans les orientant de façon plus productive qui vont les encourager à mettre en place des comportements, ça peut être un levier d'action. Un autre axe de recherche qui me reste à faire énormément, c'est la prise en compte des mécanismes cognitifs en jeu. Au tout début de ma présentation, je vous ai parlé donc, de l'état des connaissances liées aux émotions, aux émotions et au comportement. On sait que les émotions ont un impact sur le fonctionnement cognitif. Néanmoins, dans la littérature, oui, on commence à avoir des études sur l'effet des émotions sur les comportements, les émotions liées au réchauffement climatique, mais très peu ont pris en compte les effets de ces émotions sur la mémoire, sur l'attention, sur tous ces fonctionnements cognitifs qui ensuite vont avoir un impact sur nos comportements. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à prendre en compte. Et enfin, il y a un énorme aspect méthodologique à approfondir. La plupart des études sur ce sujet sont des études faites sur des questionnaires avec beaucoup de corrélations, très peu de design expérimentaux, très peu de longitudinal, et notamment une des méthodes qui m'intéresse beaucoup, moi ça va être le sondage quotidien pour avoir des données au plus proche du ressenti des gens au quotidien, avec énormément de choses à faire. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi, Tim Figuereau, je vais vous parler donc de mon côté de ma thèse qui s'intéresse à la dissonance cognitive et au rôle des besoins fondamentaux dans la dissonance cognitive. Mais comme ici on s'inscrit plutôt dans la question de comment encourager les comportements pro-écologiques, et à la suite de ce passage sur le rôle des émotions, je vais vraiment me concentrer sur le paradigme de l'hypocrisie induite et de son lien avec le besoin d'affiliation, et leur impact sur l'adoption de comportements pro-écologiques. Et donc ma thèse est encadrée donc par Daniel Prilot et par Maxime Mauduit. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment me centrer sur le côté aussi également contexte théorique, et je vais rapidement vous présenter les axes de ma thèse qui peuvent permettre de répondre à cette question. Donc rappel très rapide sur la théorie de la dissonance cognitive. Donc cette théorie, elle suppose que lorsque dans l'esprit d'une personne se trouvent deux cognitions contradictoires, comme par exemple un comportement, ici le fait d'utiliser sa voiture pour se déplacer, et une attitude, une valeur forte pro-écologique, eh bien la coexistence de ces deux cognitions contradictoires va faire émerger un état désagréable, un état inconfortable qu'on appelle l'état de dissonance cognitive. Et la personne va être alors motivée à adopter une stratégie de régulation qui va lui permettre de faire disparaître cet état désagréable. Classiquement, dans la littérature, la théorie s'est développée autour du changement d'attitude. Donc ici, par exemple, on pourrait imaginer que la personne va amenuiser l'importance de l'écologie pour elle, ce qui va rendre compatibles ces deux cognitions, puisque utiliser sa voiture n'est alors plus un si grand problème. L'état de dissonance cognitive disparaît, la personne retrouve un état agréable. Et donc, voilà, on a bouclé la boucle. Mais dans notre cas de la question du comportement écologique, on va plutôt essayer d'encourager les personnes à adopter une stratégie de changement de comportement plutôt que de changement d'attitude. Donc ici, ce serait plutôt de se mettre à utiliser des mobilités douces pour aligner le comportement avec la valeur écologique importante. Et justement, le paradigme de l'hypocrisie induite a notamment été utilisé dans cet objectif. Donc, une année, on va dire, après que le paradigme ait été développé pour encourager plutôt l'utilisation de préservatifs dans le cadre de l'épidémie de VIH, il a ensuite été adapté au contexte de l'écologie avec l'étude de Dickerson et collaborateurs qui ont voulu augmenter le nombre de comportements d'économie d'eau.
Donc je vais rapidement décrire cette procédure, puisqu'ensuite le paradigme de l'hypocrisie induite fonctionne à peu près toujours de la même façon. Donc on a une phase où on demande aux participants de rappeler leur transgression à une norme sociale ou à un engagement qu'ils ont. Ici, c'était de rappeler toutes les fois où ils pensent qu'ils ont pris des douches beaucoup trop longues en utilisant beaucoup trop d'eau. Dans un deuxième temps, on leur demande de faire un plaidoyer qui va justement, en fait, on va leur demander d'expliquer à leurs collègues, à leurs camarades, pourquoi c'est important d'économiser l'eau et donc de ne pas prendre de douches trop longues. Et donc avec ces deux phases, on espère faire émerger un état de dissonance cognitive. Et ensuite, on va mesurer leur adoption d'un comportement qui va aller dans le sens de ce plaidoyer, et donc c'est-à-dire d'utiliser moins d'eau lorsqu'ils prennent des douches. Et donc ça, ce serait la stratégie de régulation qu'on s'attend à observer. Et c'est bien ce que les chercheurs ont observé, c'est que les participants, dans cette condition, prenaient des douches plus courtes. Donc pour résumer, dans ce paradigme, on fait émerger, ou on espère faire émerger un état de dissonance cognitive entre une phase de plaidoyer pour l'environnement. Ici, c'était la conservation de l'eau, l'économie d'eau, pardon. Mais on peut imaginer un tas d'autres comportements. Et dans une autre phase, on leur demande de rappeler les transgressions à ce qu'ils viennent justement de défendre. Et ces deux phases peuvent s'intervertir, ça n'a pas d'importance, on retrouvera l'effet quand même. Et ensuite, on leur propose d'adopter un comportement pro-écologique qui peut prendre la forme d'un don pour une association écologique, un engagement à participer à une marche de ramassage de déchets, ou encore simplement d'indiquer ses intentions d'avoir des comportements plus écologiques. Et donc ça permet bien de faire disparaître l'état de dissonance cognitive. Maintenant, on va essayer de s'intéresser, pour en venir à mon sujet de thèse, à pourquoi est-ce que ce paradigme permet bien d'encourager des comportements pro-écologiques. Et donc pour ça, on va en venir aux interprétations théoriques de ce paradigme dans le champ de la dissonance cognitive. Alors classiquement, le Aronson, qui a développé ce paradigme, a également donné en fait son interprétation théorique de pourquoi son paradigme fonctionne. Et selon lui, la dissonance cognitive, et particulièrement le paradigme d'hypocrisie induite, menace un besoin de cohérence de soi. Donc les participants ont une attente vis-à-vis d'eux-mêmes, ils s'attendent à être des personnes moralement bonnes, donc à avoir des comportements qui sont écologiques lorsqu'ils ont une valeur écologique. Et donc dans cette situation, c'est ce besoin, cette cohérence de soi qui est menacée et qui est retrouvée lorsqu'ils vont adopter des comportements plus écologiques. Néanmoins, plus récemment, des chercheurs ont proposé, en fait, en se rendant compte que dans la phase de plaidoyer, ce qui comptait, ce n'était pas tant le fait que les participants s'engagent à défendre la cause écologique, mais bien que dans toutes les études, en fait, le plaidoyer rend saillant le fait que c'est la norme sociale que d'être une personne écologique. Et en fait, c'est ce point-là qui, selon eux, serait central. Ce n'est pas forcément de s'engager pour la cause, mais c'est simplement le fait de se rendre compte que c'est bien une norme sociale forte que d'être écologique. Et donc c'est ça qui serait au centre du processus. Et en continuant dans cette dynamique, Mauduit, en 2022, dans sa thèse, va proposer que, comme les participants se rendent compte qu'ils ne suivent pas la norme sociale, eh bien, ça viendrait menacer chez eux leur besoin d'affiliation, c'est-à-dire le fait d'être reliés de manière authentique avec les personnes autour d'eux qui partagent leur groupe social. Et donc que ce serait une menace en fait, au besoin d'affiliation dans cette situation de dissonance cognitive qui pousserait les participants à adopter des comportements plus écologiques pour restaurer ce besoin d'affiliation. Et donc, dans ma thèse, l'objectif va être de tester cette hypothèse du besoin d'affiliation au centre de la dissonance cognitive, notamment. Pour faire un petit tour par qu'est-ce que sont les besoins psychologiques fondamentaux, je vais simplement rappeler que donc, ce sont la recherche d'expériences psychosociales de base, qu'un besoin fondamental satisfait va être lié au bien-être d'une personne, et s'il est menacé ou frustré, il va entraîner un mal-être. Et enfin, lorsqu'une personne détecte un écart entre un besoin et une situation donnée, alors elle va être motivée à faire disparaître cet écart et donc à retrouver une satisfaction de ce besoin. Et donc ici, on a cité le besoin d'affiliation, mais notamment dans ce champ de recherche, il existe bien d'autres besoins comme celui de contrôle, le besoin de compétence, le besoin d'autonomie ou encore le besoin de certitude. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le besoin d'affiliation puisque ce serait un moyen, à travers la dissonance cognitive, d'emmener les personnes à agir de manière plus écologique. Donc, pour en venir à ma thèse, donc un des objectifs de ma thèse, le premier objectif, ça va être d'essayer de montrer que la dissonance cognitive, elle passe bien par une menace au besoin d'affiliation, qu'elle est médiatisée par ce besoin d'affiliation. Donc, en résumé, que si une situation de dissonance cognitive
donne lieu à l'adoption de comportements écologiques, c'est parce qu'entre les deux, cette situation, en fait, elle va venir menacer le besoin d'affiliation, qui va lui-même entraîner l'adoption d'une stratégie qui permettra de le restaurer. Et dans un deuxième temps, on va essayer de voir si cette médiation, elle nous permet de comprendre pourquoi un participant adopte cette stratégie de changement de comportement. Autrement dit, pourquoi est-ce que, si on a le choix de plusieurs autres stratégies de régulation, est-ce que le fait de mesurer la menace à ce besoin d'affiliation nous permettra de comprendre pourquoi certains participants adoptent des comportements écologiques et d'autres non. Et donc je vais passer la parole à Jasmine pour la suite de cette présentation sur la dissonance. Du coup, Tim vous a expliqué pourquoi l'hypocrisie induite était particulièrement efficace. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas toujours le cas, notamment en situation réelle. Donc, je suis en troisième thèse sous la direction de Daniel Priolo et de Virginie Leclerc, financée par la région Occitanie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui utilise l'hypocrisie induite et l'orientation de l'attention pour essayer de promouvoir les éco-gestes. Du coup, l'hypocrisie induite, comme Tim l'a dit, induit de la dissonance cognitive en mettant en contradiction un plaidoyer, donc la norme sociale, et les transgressions passées des participants qu'ils doivent donc rappeler. L'idée ici, c'est que c'est particulièrement efficace, en tout cas il y a plus ou moins un consensus en psychologie sociale pour dire que c'est très efficace pour induire des changements comportementaux, parce que les individus ici sont plus ou moins obligés de changer une des deux cognitions pour réduire la dissonance. Or, ils ne peuvent pas changer la norme sociale, malheureusement, et donc sont obligés de changer de comportement pour que celui-ci soit en accord avec la norme sociale, et donc adopter des comportements plus écologiques. La question que je me pose et que certains auteurs se sont aussi posés, c'est finalement, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de changer de comportement? Est-ce qu'ils ne pourraient pas juste penser à autre chose, n'importe quoi, du moment que ce n'est pas en lien avec la dissonance, pour, en quelque sorte, oublier la dissonance, la réduire et finalement ne pas avoir à changer de comportement parce que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux à faire. Certains auteurs, assez rares, avec des méthodes un peu douteuses et un peu vieilles, ont tendance à dire que oui, c'est un peu possible, mais ça n'a jamais été testé avec de l'hypocrisie induite. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire et que je vais vous présenter. Du coup, la question, c'est est-ce qu'une tâche neutre peut permettre de réduire la dissonance cognitive quand elle est induite par un protocole d'hypocrisie induite? Et donc finalement, est-ce que les individus changent vraiment de comportement après? Pour tester, pour répondre à cette question, on a imaginé un protocole avec 3 groupes expérimentaux. Ça a été fait auprès des étudiants de Paul Valéry sur la plateforme Pitch. Donc les 2 premiers groupes ont été en dissonance cognitive, on les a mis en dissonance cognitive grâce à un protocole d'hypocrisie induite. Le 3e groupe, qui est le groupe contrôle, a fait une tâche parce qu'il devait quand même bien faire quelque chose. Donc une tâche de calcul mental à la place du protocole d'hypocrisie induite. L'idée étant donc que mes 2 premiers groupes sont en dissonance cognitive et que mon 3e groupe n'est pas en dissonance cognitive, en tout cas on l'espère. C'est ce qu'on va venir contrôler ensuite avec une échelle d'état émotionnel, donc l'IPANAT, qui va nous permettre de contrôler que les personnes qui doivent être en dissonance sont bien en dissonance et que ceux qui sont du groupe contrôle ne sont pas en dissonance. Puis on va leur faire faire une tâche d'attention. Pour un tiers des participants, cette tâche d'attention est dissonante. Et pour les 2 tiers des participants, cette tâche d'attention n'est pas dissonante. Et donc va potentiellement leur permettre de réduire la dissonance si à la base, ils ont subi un protocole d'hypocrisie induite. Et ensuite, on va mesurer leurs intentions comportementales. Ces intentions ont été présentées aux participants sous la forme d'un tract d'association qui, a priori, n'avait rien à voir avec la tâche, puisqu'on leur présentait l'étude comme s'intéressant à l'attention des participants. Et donc, à la fin, on leur présentait un tract d'association qui leur proposait de participer à une collecte de déchets sur la plage de Montpellier. Et on regardait leur envie de participer à cette collecte de déchets, le nombre de créneaux de disponibilité qui renseignaient, etc. Avant de vous présenter mes hypothèses et mes résultats, je vais faire un petit détour par la tâche attentionnelle. On a choisi de présenter aux participants une tâche, donc il y a la tâche de Posner, légèrement modifiée, puisque cette fois-ci, les participants devaient identifier si la cible présentée à l'écran était soit un vrai mot, soit un faux mot, donc un mot ou un pseudo-mot. Avant que cette cible apparaisse à l'écran, un indice était présenté aux participants sous la forme d'une flèche qui indiquait dans 80% des cas l'endroit correct où la cible allait apparaître. Donc c'est soit un vrai mot, soit un pseudo-mot. Les individus doivent appuyer sur 2 touches différentes du clavier, dépendamment de si c'est un mot ou un pseudo-mot. Et donc ce mot peut apparaître soit au bon endroit, soit au mauvais endroit, en tout cas pas à l'endroit où la flèche est indiquée. C'est ce qu'on appelle les essais valides ou invalides. Et donc ce qu'on s'attend à observer dans un effet Posner classique, donc un effet d'orientation, c'est que les individus vont orienter leur attention dans le sens de la flèche, puisqu'ils savent que
majoritairement, la cible va apparaître à ces endroits, et donc vont être plus rapides quand il y a une congruence entre la position du mot et le sens de la flèche. A l'inverse, si le mot n'apparaît pas à l'endroit où la flèche pointe, ils vont devoir rediriger leur attention vers l'autre côté de l'écran et donc seront globalement plus lents pour détecter la cible. Et donc, comme je l'ai dit, il y a deux conditions expérimentales. La condition de non-dissonance, c'est exactement ce que je viens de vous présenter, avec des mots qui ne sont pas dissonants, qui sont neutres, comme par exemple chaussures, donc sans lien avec l'écologie. Et donc là, on s'attend à observer un effet d'orientation classique, les gens sont plus rapides quand il y a une congruence entre position de la flèche et position du mot. A l'inverse, pour la tâche de dissonance, cette fois-ci, ce sera exactement les mêmes pseudo-mots, mais les mots vont changer, puisque ça va être des mots en lien avec l'écologie, comme pollution ou recyclage, par exemple. Et cette fois-ci, on s'attend à ce qu'il y ait toujours un effet d'orientation, mais que cet effet soit plus faible. Tout simplement parce que les individus vont vouloir éviter d'augmenter la dissonance ou de la maintenir, donc vont vouloir éviter de regarder des mots qui sont dissonants, et donc finalement ne vont pas forcément suivre l'indice, ou en tout cas vont être moins rapides pour détecter ce mot-là. Et donc au niveau de mes hypothèses, pour continuer dessus, on fait l'hypothèse que les individus qui ont subi un protocole d'hypocrisie induite vont avoir des émotions plus négatives à l'échelle d'état émotionnel, et que ceux qui sont en situation de non-dissonance vont avoir un état émotionnel relativement neutre, ou en tout cas plus positif que les deux autres groupes. La tâche attentionnelle, je viens d'en parler, et pour les intentions comportementales, on s'attend à ce que les individus qui ont été en dissonance pendant tout le long de la passation vont avoir des intentions comportementales très importantes, donc vont vouloir plus participer à cette opération de nettoyage et vont renseigner plus de créneaux de disponibilité et plus proches dans le temps. A l'inverse, que ceux qui ont été en protocole d'hypocrisie induite mais qui ont fait une tâche neutre qui leur a potentiellement permis d'adduire la dissonance vont avoir des intentions comportementales un peu plus faibles, toujours là mais moins importantes que le premier groupe, et on s'attend finalement à ce que le dernier groupe n'ait pas d'intention comportementale éco-citoyenne parce qu'ils n'ont aucune raison d'en avoir, il n'y a même pas eu de rappel de la norme. Donc fondamentalement, comme c'est quelque chose de coûteux, il n'y a pas de raison qu'ils veuillent aller sur les plages de Montpellier en plein hiver pour ramasser les déchets. Et donc au niveau des résultats, donc l'effet d'orientation, l'idée que les gens sont plus rapides quand il y a une congruence entre la position du mot et l'endroit que la flèche pointe, a bien été observé chez tous les participants, donc dans toutes les conditions, il y a bien un effet d'orientation, et cet effet d'orientation est quand même plus faible dans le groupe qui a eu la dissonance cognitive à la fois au moment de l'hypocrisie induite et à la fois au moment de la tâche de Posner. Donc eux ont eu un temps de réaction, une différence de temps de réaction moins importante entre les essais valides et les essais non valides, ce qui laisse potentiellement supposer qu'ils ont évité les mots dissonants. L'effet de lexicalité, j'en ai pas parlé parce que ça ne faisait pas partie de nos hypothèses de base, et pourtant on aurait quand même pu le faire puisque c'est assez classique. C'est l'idée que les participants mettent moins de temps à identifier des mots du vocabulaire plutôt que des pseudomots qu'ils ne connaissent pas. Et cet effet de lexicalité a été observé chez les participants et encore une fois a été plus faible dans le groupe éco, donc le groupe qui a eu un protocole d'hypocrisie induite et une tâche de Posner dissonante, avec du coup l'idée qu'ils ont mis autant de temps que tout le monde à identifier les pseudomots, mais plus de temps que les autres participants à identifier les vrais mots, et donc on pourrait potentiellement supposer que, encore une fois, ils ont essayé d'éviter les mots dissonants. Nos hypothèses sur les états émotionnels n'ont malheureusement pas été validées. Il en faut toujours une qui n'est pas validée, c'est celle-ci. On n'a pas réussi à montrer que les participants avaient des états émotionnels plus négatifs en situation de dissonance. On va peut-être revenir un peu plus tard pourquoi, enfin une explication possible. En tout cas, on n'a pas pu prouver que certains étaient en dissonance et pas d'autres. Et pourtant, il y a bien eu des différences significatives au niveau des intentions comportementales, ce qui laisse supposer que certains participants ont bien été en dissonance cognitive, mais que notre outil de mesure n'est peut-être pas totalement adapté. Et donc là, on montre que les participants qui ont subi un protocole d'hypocrisie induite et une tâche de Posner avec des mots écologiques ont des intentions comportementales significativement différentes des deux autres groupes, mais notre hypothèse n'est pas totalement validée non plus parce qu'il n'y a pas de différence entre le groupe hypocrisie induite avec tâche de Posner neutre et groupe contrôle qui n'a pas été en dissonance du tout. Et rétrospectivement, ce n'est pas si difficile à expliquer. On pourrait simplement se dire que si ça se trouve, la tâche de Posner neutre est tellement efficace que ça permet de réduire la dissonance en entier, de sorte à ce que finalement les participants,
C'est comme si à la fin de la passation, ils n'avaient jamais été en dissonance cognitive, et donc ils n'ont aucune raison de changer plus de comportement que quelqu'un qui a fait une tâche de calcul mental. Donc, pour conclure, je dirais que, a priori, nos premiers résultats semblent aller vers l'idée qu'une tâche neutre peut diminuer la dissonance cognitive, notamment quand elle est induite par un protocole d'hypocrisie induite. Et donc, en fait, dans la vraie vie, quand on n'est pas en laboratoire, ça marche un peu moins bien, l'hypocrisie induite, et que c'est peut-être pas si efficace que ça pour changer les comportements des gens. Et donc, je vais rapidement continuer sur ce dernier point que Jasmine vient d'évoquer, en présentant donc les dernières limites et perspectives autour de l'hypocrisie induite pour encourager les comportements pro-écologiques. Et donc la première limite, c'est celle que Jasmine vient d'évoquer, c'est qu'on suppose que donc, la dissonance cognitive dans ce cas-là va entraîner l'adoption de comportements écologiques. Mais en réalité, dans la grande majorité des procédures d'hypocrisie induite, en fait, on donne seulement la possibilité ou non d'adopter un comportement pro-écologique, mais on ne propose pas d'autres stratégies de régulation de la dissonance. Alors que par ailleurs, on sait qu'il est possible de justifier ces transgressions pour faire disparaître la dissonance. Donc les participants n'ont qu'à dire pourquoi ils ont pu adopter des comportements non écologiques par le passé. Et ça peut suffire à faire disparaître la dissonance sans avoir besoin d'adopter de nouveaux comportements. Ils peuvent également nier leur responsabilité dans la crise climatique pour réduire leur dissonance, changer d'attitude comme on a pu le montrer tout au début, ou trivialiser l'étude, c'est-à-dire ou trivialiser en fait leur comportement en minimisant leur importance. Et toutes ces stratégies ont été efficaces dans des études pour faire disparaître la dissonance cognitive en situation d'hypocrisie induite. Donc pourquoi est-ce qu'ils adopteraient un comportement plus écologique alors qu'ils ont d'autres options qui sont tout aussi efficaces? Et donc dans une étude que j'ai pu réaliser en master, on a vu qu'à la suite d'une situation d'hypocrisie induite, les participants en fait semblaient pouvoir adopter bien 4 des 5 stratégies que je viens de présenter, et que le changement de comportement en fait était pas spécialement plus emprunté que les autres stratégies. Néanmoins, pour une perspective bénéfique, un espoir, on va dire que le paradigme puisse quand même pousser à des comportements plus écologiques. En fait, dans cette étude, on a comparé une situation d'hypocrisie induite avec un plaidoyer. Donc c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, où c'est simplement les participants doivent donner des raisons, des justifications, des arguments pour lesquels ce serait bien d'adopter des comportements plus écologiques, à une condition d'hypocrisie induite où en fait on appuie la séance de la norme, à la fois descriptive et injonctive, donc en leur disant que tous les gens autour d'eux pensent que ce serait bien d'être plus écologique et que tous les gens autour d'eux ont déjà commencé à être plus écologiques. Et ce qu'on se rend compte, c'est que cette deuxième situation est bien plus efficace, puisque c'est cette situation en fait qui va le plus pousser les participants à changer de comportement, en tout cas à indiquer leur intention d'avoir des comportements plus écologiques. Et donc la dernière limite, et qui va faire la transition sur la suite de notre présentation, c'est que en fait, dans cette situation d'hypocrisie et dans d'autres études sur le changement de comportement, il manque cruellement de mesures comportementales effectives, puisque dans l'étude que je viens de vous présenter, on leur demandait d'indiquer par exemple leur intention d'avoir des comportements plus écologiques. Et donc je vais passer la parole à Léa. Donc, je suis Léa Mazzocato. Ma thèse est donc encadrée par Patrick Rateau et Julien Vidal. Et moi, je m'intéresse à l'adoption de comportements pro-environnementaux et plus spécifiquement à une méthode qui s'appelle le paradigme de substitution, en l'appliquant à la consommation et à l'usage énergétique. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de comportements... C'est mieux comme ça. Je vais donc aujourd'hui vous parler de comportements pro-environnementaux effectifs, de comment les mesurer, après un petit tour par la théorie de la méthode de substitution, pour enfin vous présenter 2 de mes 3 études de thèse, qui sont donc des études plutôt de terrain ou qui mesurent des comportements effectifs. Alors, on parle depuis tout à l'heure de comportements pro-environnementaux ou d'éco-gestes, et là, je vais vous proposer une définition de ce concept-là. Et je vais ensuite utiliser l'abréviation CPE pour en parler parce que c'est un peu long à dire. Un comportement pro-environnemental, ça se définit selon 2 angles. C'est déjà produire des actions qui sont bénéfiques à l'environnement, comme par exemple trier ses déchets, mais c'est aussi omettre des actions qui sont non bénéfiques, défavorables à l'environnement. Par exemple, ne pas prendre l'avion pour ses vacances. Il y a aussi d'autres distinctions des comportements pro-environnementaux, par exemple sur leur fréquence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des comportements pro-environnementaux qui sont quotidiens,
comme par exemple tous les soirs éteindre sa box internet, et des comportements plus uniques, comme refaire entièrement l'isolation de son habitat. Pour des raisons de praticité expérimentale, on s'intéresse surtout aux comportements qui sont quotidiens. Et donc, comme Jasmine et Tim vous l'ont un peu dit, les comportements pro-environnementaux dans la littérature, ils sont souvent mesurés de manière auto-rapportée. Et les comportements, en fait, c'est pas vraiment des comportements, mais plutôt des intentions d'action. Ça pose plusieurs problèmes méthodologiques. Déjà que dans la manière de les mesurer, c'est-à-dire qu'il y a une tendance où chaque chercheur qui travaille sur les comportements pro-environnementaux va inventer sa propre échelle de mesure des comportements pro-environnementaux, ce qui pose des petits problèmes de généralisation, quoi. Et ces mesures auto-rapportées et ces mesures d'intention d'action, elles ont un peu des limites de désirabilité sociale, dans le sens où les participants vont potentiellement avoir envie de se présenter sous leur meilleur jour et d'affirmer qu'ils sont très écologiques comparés aux autres. Donc, dans la littérature, on se dit que ce serait plus intéressant, pas plus intéressant, mais que ça apporterait en tout cas un bon angle d'attaque, d'étudier les comportements effectifs, concrets, réels, dans la vraie vie du vrai quotidien des vrais gens. Ça pose quand même quelques soucis méthodologiques, ou en tout cas quelques difficultés du terrain, parce que c'est des études qui sont coûteuses en temps, en protocole, et c'est ce que je vais vous présenter plus tard. Alors, un petit tour avant par la théorie, parce que moi j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode de substitution pour influer sur le comportement des gens. Alors, ma thèse se place donc dans le cadre des représentations sociales. Et autour des années 2000, deux auteurs, donc Guy Méliès et Deschamps, font l'hypothèse d'une zone muette dans la représentation sociale d'un objet. Une représentation sociale d'un objet, c'est un univers d'opinion à propos d'un objet social. La zone muette d'une représentation sociale, c'est au sein de celle-ci tout un ensemble de cognitions qui ne sont pas exprimées par le sujet alors même qu'elles sont disponibles. Pourquoi elles ne sont pas exprimées ? Parce qu'elles sont plutôt contre-normatives, plutôt non socialement désirables, et du coup elles sont inaccessibles aux chercheurs. Pour avoir accès à celles-ci, ces mêmes auteurs mettent donc en place ce qu'on appelle la méthode de substitution, qui consiste à solliciter l'opinion des participants, non pas en leur nom propre, en leur demandant frontalement ce qu'ils pensent de l'écologie, mais en sollicitant leur opinion au nom d'un groupe de référence. Par exemple, que pensez-vous que les Français pensent de l'écologie ? Cette méthode-là, ce changement de consigne, qu'on appelle donc consigne de substitution, ça permet donc de mettre à jour cette zone muette, et on remarque aussi que ça a des effets comportementaux et sur les intentions d'action dans le sens de la norme. C'est-à-dire que ce changement de consigne, cette méthode de substitution, elle produit un espèce d'ajustement comportemental à la norme, en tout cas au niveau des intentions d'action. Une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut essayer de l'appliquer, de l'étendre au comportement effectif ? Je vais vous présenter ma deuxième étude de thèse qui se déroule donc en laboratoire sur la plateforme Pitch. Le principe, c'est qu'on fait venir des étudiants. On les répartit en deux conditions. Il y en a certains qui vont répondre à un questionnaire d'attitude sur l'écologie en leur nom propre, c'est-à-dire qu'on sollicite leur opinion à eux. Un autre groupe, on va solliciter non pas leur attitude, mais ce qu'ils pensent que les étudiants en général pensent de l'écologie. Une fois que ça c'est fait, se présentent à ces étudiants plusieurs opportunités de comportements pro-environnementaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'ils peuvent, en sortant de la salle, éteindre la lumière. Ils peuvent également replacer un déchet qui a été placé à côté d'une poubelle en évidence. Ils peuvent le mettre dans la bonne poubelle. Ils peuvent aussi, un peu à la manière de Jasmine, c'est-à-dire remplir un flyer qui leur propose de participer à un ramassage de déchets sur le campus. Donc ça, c'est des opportunités de comportements pro-environnementaux qui sont plus ou moins effectives, même si c'est fait dans un contexte relativement artificiel de laboratoire. Ce qu'on s'attend à observer ici, c'est donc un plus grand nombre de comportements pro-environnementaux chez les participants qui ont répondu au questionnaire en condition de substitution plutôt que les autres. Je vous présente une autre étude pour laquelle on a fait un pré-test l'année dernière et qu'on est encore en train de finir de monter parce qu'elle est un peu compliquée à mettre en place. Alors, celle-ci, c'est une étude de terrain, c'est-à-dire qu'on a sélectionné
3 différents terrains sur lesquels on aimerait faire cette étude. Il y a déjà des habitats individuels, c'est-à-dire les maisons individuelles de gens. Ensuite, on a des résidences crous, donc les lieux d'habitat collectif où habitent des étudiants, et également un lieu de travail. Le protocole est à peu près similaire à l'autre, en tout cas dans le début, c'est-à-dire qu'on leur présente un questionnaire donc, sur leurs attitudes à propos de l'écologie et des comportements pro-environnementaux, soit auxquels ils répondent en leur nom propre, soit auxquels ils répondent au nom d'un groupe de référence, donc les Français en général. Ensuite, on mesure leur consommation électrique avec une application qui est reliée à leur compteur Linky, et on la mesure en plusieurs temps pour voir si, une fois les participants qui ont répondu au questionnaire de substitution, est-ce qu'on observe bien une baisse de leur consommation électrique ou pas. Voilà, c'est terminé pour moi. Donc, ces 4 présentations de nos 4 sujets de thèse visaient toutes à essayer de répondre à la question de comment motiver les individus à mettre en place plus de comportements bénéfiques pour l'environnement. Donc, on a commencé par ma présentation qui s'intéressait aux émotions et aux stratégies de régulation émotionnelle et leurs effets de levier sur les comportements. Ensuite, nous avons eu donc Tim et Jasmine qui, à travers la dissonance cognitive et les stratégies d'hypocrisie induite, se sont intéressés à ce type de levier-là. Et enfin, Léa nous a proposé donc, des études sur les comportements effectifs et la stratégie de substitution. Mis ensemble, nous espérons que ces différentes présentations ont pu montrer comment différents domaines de la psychologie pouvaient se coordonner et se compléter pour essayer de répondre à des enjeux sociétaux tels que l'urgence climatique. Merci pour votre attention et maintenant nous sommes disponibles pour des questions.